De tout et de rien présente Histoire de tout, Histoire de rien. Votre émission d'histoire, présentée par Marc. Avec Franck, Sébastien et Théo. Ce soir, la guerre des Goths, le dernier sursaut des Romains. Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Histoire de tout, Histoire de rien, l'émission d'histoire qui vous parle de la grande histoire comme de la petite. Et nous avons avec nous ce soir un individu qui vient tout juste de mettre son chien dehors et qui a dit me revoilà, à savoir Théo. Comment ça va Théo ce soir ? Ça va super, ne vous en faites pas, le chien va bien, je le ferai rentrer tout à l'heure. Bien évidemment, on sait que tu ne tortures pas tes animaux de compagnie chez toi. Avec Théo, nous avons également Sébastien. Comment vas-tu Seb aujourd'hui ? Salut, ça va très bien, je te remercie. Mais je t'en prie, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, ce 23 septembre 2025. Et avec vous deux, nous avons bien évidemment l'ami Franck qui est parmi nous. Franck, bienvenue à toi à nouveau. Comment vas-tu ? Comme un lundi. Comme un lundi. Eh ouais, comme un lundi. On est mardi. On est mardi, mais c'est le début de la semaine aussi. Donc, Let's go. donc moi, ça me va, écoutez. On voit qui c'est qui a arrêté de suivre le rythme du boulot. Et aujourd'hui, nous sommes tous les quatre réunis pour parler à nouveau d'histoire et plus particulièrement de transition historique d'une période vers une autre, puisqu'aujourd'hui on va parler un petit peu de la guerre des Goths. Mais avant de parler de la guerre des Goths, moi ce que je vous propose, c'est qu'on parle des Goths tout court, parce que finalement, un Goth, c'est quoi en fait? Parce que là, si vous devez imaginer un Goth, là comme ça, vous imagineriez quoi comme truc? Alors, j'ai bien une réponse, mais c'est pas la réponse. Ouais, mais j'ai envie de la voir cette réponse quand même. Est-ce que t'imagines quelqu'un à la peau pâle Un mec qui s'habille en noir et qui écoute Marilyn Manson. Voilà, exactement. C'est directement ça à quoi on pense. La blague était facile, mais elle était voulue par le texte. On avait envie d'aller dans ce côté-là. Parce que oui, comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on parle de gothique ou de goth, on imagine effectivement des mecs qui s'habillent en noir avec des croix sataniques ou des trucs comme ça. Enfin bref, la caricature du mec gothique. Alors qu'un Goth, finalement, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec tout ça. À l'origine... Que le 19e siècle. La réponse est toujours le 19e siècle. À ce moment-là qu'on a foutu la merde. Les Goths font partie des peuples dits germaniques, un terme utilisé par les Romains pour désigner un large ensemble de groupes vivant au nord des frontières impériales, entre le Rhin, la mer du Nord et la mer Baltique. Il ne s'agissait bien sûr pas d'un peuple unique, mais d'un ensemble de tribus partageant des langues apparentées, certaines pratiques culturelles communes, des structures sociales similaires. Les Goths sont donc techniquement des Germains, mais ils constituent un peuple bien distinct à l'intérieur de cette grande famille. Ils se distinguent notamment par leur migration depuis l'est de l'Europe, leur installation durable au contact de l'Empire romain et leur rôle majeur dans les événements de l'Antiquité tardive. Donc un Goth, c'est un Germain, mais tous les Germains ne sont pas des Goths, puisqu'il y a d'autres groupes de Germains que l'on connaît. Est-ce que vous arriveriez à citer d'autres groupes de Germains très connus de la fin de l'Antiquité ? Les Francs. Ouais. Les Vandales. Les Vandales, super, parfait. Les Suèves. Parfait, fantastique, vous êtes trop fort en germain. Les Saxons. En germanerie. En germanerie. Alors, on peut se demander du coup d'où ça vient le mot Goth finalement. D'après les sources antiques, le nom Goth apparaît pour la première fois sous la forme de Gothi ou Guton ou encore Gutones chez les auteurs romains. L'un des premiers à les mentionner est Pline l'Ancien au 1er siècle qui parle des Gutones comme un peuple situé dans la région de la mer Baltique aux côtés d'autres tribus germaniques. Ensuite, au IIe siècle, Tacite, dans sa Germania, les cite également et les rattache à l'ensemble des peuples germaniques de l'Est. Le nom Gothi devient plus fréquent au IIIe siècle, notamment dans les chroniques romaines liées aux invasions sur le Lyme danubien et dans les Balkans.
L'origine du nom est donc assez incertaine. Certains chercheurs y voient une racine germanique ancienne, issue du mot proto-germanique guto ou gutans, qui pourrait signifier peuple ou personne, et qui aurait aussi peut-être donné le nom Gotland à plus ou moins le territoire actuel de la Suède. D'autres hypothèses lient ce nom à des traditions orales ou à des appellations romaines simplifiées pour désigner des groupes ethniques plus larges. En tout cas, le terme Go est, dès l'Antiquité, utilisé par les Romains pour désigner un groupe donc spécifique des peuples germaniques orientaux. Donc, pour les Romains, les Goths, c'est surtout des barbares, des étrangers, du monde extérieur, hostiles, menaçants, etc. Mais on verra avec le temps que ça va devenir un peu plus compliqué que ça. À partir du IIIe siècle, les Goths deviennent un acteur militaire majeur sur la frontière orientale de l'Empire romain. On les retrouve notamment lors de raids dans les Balkans, en Asie mineure et même jusqu'en Grèce. En 251, l'empereur Dès meurt au combat contre eux. Les preuves archéologiques de cette période sont nombreuses. Elles montrent une culture matérielle partagée entre le monde germanique et le monde romain. Les sépultures de la culture Wilbark, d'abord située dans le nord de la Pologne actuelle, évoluent au cours du IIIe siècle vers une culture dite Cherniakov, établie plus au sud dans les steppes de l'actuelle Ukraine. Cette transition archéologique correspond probablement à la migration des Goths vers les rives de la mer Noire. C'est à partir de cette base territoriale que les Goths vont se diviser ensuite en deux grands groupes. Alors à votre avis, c'est quoi les deux grands groupes de Goths? Bah, je C'est sais. les, c'est Ouais, c'est les Ostrogoths et les Ostrogoths et les Visigoths. C'est les Visigoths. Ok, ça veut dire quoi Ostrogoths et Visigoths alors? Alors, les Ostrogoths, c'est ceux de l'Est et les Visigoths, ceux de l'Ouest, ou alors pas du tout, j'en sais rien. Si, Oui, c'est grosso modo, exactement c'est ça. Comme quoi, effectivement, ça arrive souvent que les Germains soient divisés entre Est et Ouest. Mais bref. Ça sent la blague Cette préparée. blague a ça, été hein. posée là exprès. Elle a été écrite sur le script. En plus, c'est très fortement inspiré de Astérix chez les Goths, où ils n'arrivaient pas de faire des blagues là-dessus, puisque le mur était encore en place. Comme dirait le grand Charles, j'aime tellement les Allemands que je préfère quand il y a deux Allemagnes. Alors, ces noms visigoths et ostrogoths apparaissent dans les sources latines, notamment chez Jordanès, un historien goth romanisé du VIe siècle. Ce dernier écrit une œuvre que l'on appelle Getica, où il retrace l'histoire des Goths depuis leurs origines légendaires en Scandinavie jusqu'à leur apogée en Italie et en Espagne. Et Jordanès lui-même ne fait que résumer une œuvre antérieure aujourd'hui disparue, celle de Cassiodore, un haut dignitaire du royaume ostrogoth d'Italie et conseiller de Théodoric le Grand lui-même. Ce texte, intitulé Origo et Gastarum, Getarum, à savoir donc en français dans le texte l'origine et les faits des Goths, était une tentative de construire une histoire officielle des Goths, à la manière des chroniques romaines. Cassiodore cherchait ainsi à légitimer le pouvoir gothique en Italie, en montrant que ce peuple avait une histoire ancienne noble, compatible avec la culture romaine. Toutefois, cette œuvre a complètement été perdue, et tout ce que nous avons vient du résumé qu'en donne Jordanès. Donc en gros, c'est une de fausses chroniques goths construites à partir d'un récit douteux et retravaillé par un autre gars plusieurs siècles plus tard. Donc c'est pas non plus une source méga fiable. Quoi qu'il en soit, les Visigoths, confrontés aux invasions des Huns, vont traverser le Danube en 376 et vont rentrer dans l'Empire romain comme peuple fédéré. Mais la mauvaise gestion de cette migration va provoquer une révolte. En 378, les Visigoths écrasent l'armée romaine à la bataille d'Andrinople, tuant l'empereur Valens. C'est un tournant majeur, désormais les Goths ne sont plus de simples ennemis de Rome, mais des acteurs politiques sur les territoires même de l'Empire. En 410, sous la direction d'Alaric Ier, ils entrent dans Rome et la pillent. Ce sac a un impact symbolique immense, même si la ville ne sera pas complètement détruite. Les Ostrogoths, quant à eux, après une période de domination par les Huns, retrouvent leur autonomie après la mort d'Attila. Et donc en 489, Théodoric le Grand mène les Ostrogoths en Italie, avec l'accord de l'empereur d'Orient Zénon. Il va fonder un royaume puissant basé à Ravenne, où il maintient une coexistence entre tradition romaine et institutions germaniques. Ainsi, les Goths ne sont pas de simples envahisseurs, mais des peuples en transformation influencés par Rome, autant qu'ils l'influencent elle-même. Beaucoup d'entre eux sont convertis au christianisme dès le IVe siècle, mais dans sa version arienne, ce qui les distingue des chrétiens nicéens. Leur culture politique, juridique et religieuse est donc un mélange complexe d'influences romaines et germaniques. Mais bon, comment ça se termine tout ça? Parce qu'on est encore loin du clichos du gothique dans les années 2000 qui écoute du Kyo. Alors, les Visigoths
après avoir traversé la Gaule, vont s'établir durablement en Hispanie et dans le sud-ouest de la Gaule. Leur royaume va connaître son apogée sous le règne de rois comme Uric ou Alaric II, avec un système juridique et administratif assez développé. Cependant, le royaume wisigoth va être confronté à plusieurs défis, notamment d'une part l'arrivée des Francs depuis le nord, mais également l'arrivée des musulmans plutôt vers le sud. La fin du royaume wisigoth va survenir en 711 lorsque justement les forces musulmanes omeyyades vont envahir la péninsule ibérique. Lors de la bataille de Guadalete, le roi wisigoth Roderick fut vaincu, marquant ainsi la chute du royaume des Wisigoths et le début de la domination musulmane en Espagne. Pour les Ostrogoths, après la mort de Théodoric le Grand, le royaume va subir des luttes internes et des conflits avec l'Empire byzantin. Cette guerre qu'il va y avoir avec l'Empire byzantin va aboutir à la disparition du royaume ostrogoth. Tout ça, ça répond toujours pas à notre question de pourquoi le sens change. C'est très simple. Le nom Goth, transmis par les auteurs antiques, est ensuite réutilisé au Moyen-Âge pour désigner justement l'architecture gothique, perçue comme non classique, puis réinterprétée à l'époque moderne dans la littérature et la culture contemporaine. Pour être plus précis, c'est au cours de la Renaissance que les artistes et intellectuels italiens regardaient avec mépris l'art du Moyen-Âge qu'ils qualifiaient de barbare et de non classique, et ils vont donc de fait beaucoup attacher le terme de gothique pour désigner justement cette architecture médiévale. Avec le temps, vers le XVIIIe siècle, l'architecture gothique a été réévaluée. Et au XIXe siècle, comme tu le disais si bien Franck, il va y avoir un mouvement de néo-gothique qui va surtout avoir un regain d'intérêt en Grande-Bretagne. Et enfin, au XXe siècle, le terme de gothique fut repris par des sous-cultures modernes, notamment dans les années 80 pour désigner un style musical, le rock gothique, et ensuite une esthétique vestimentaire et une ambiance souvent associée au romantisme du XIXe siècle, avec le mystère, la mélancolie, le surnaturel. Bref, le romantisme du XIXe siècle devient au XXe et au XXIe siècle le nouveau gothique. Voilà un petit peu donc pour le résumé de ce que c'est que les Goths, d'où c'est parti, où ça en est à l'heure actuelle, où ça va, ça j'en sais rien parce que j'ai pas de quoi lire dans le futur. Car oui, aujourd'hui on va pas parler du futur, on va se concentrer, comme on l'a dit au tout début, sur les guerres gothiques. Et plus particulièrement sur les guerres gothiques contre les fameux byzantins. Vous êtes venus ici ce soir, messieurs, d'une part parce que, Franck, toi tu as une culture qui est immense, c'est des plus à prouver, mais aussi surtout parce que Théo et Seb, vous êtes antiquisants de base, de formation. Alors votre spécialité, c'est pas les Goths, bien sûr, mais vous y connaissez quand même un minimum en monde romain. Est-ce que vous connaissiez du coup, vous, la guerre des Goths? Pas du tout. Je connaissais les peuples de nom. Je voyais à peu près à quelle époque ils font surtout parler d'eux. Mais à part ça, non, pas vraiment. Ok. Et toi, Théo? Ah bah moi j'ai fait la campagne Le Dernier Romain sur Attila Total War, alors franchement, qui est plutôt bien faite hein, pour le coup, c'est un peu dans ce contexte-là justement de la reconquête de l'Italie par les Byzantins, Ok. qui est assez sympa, c'était un moment assez cool je trouve de l'histoire romaine. Ok. Et toi, Franck, du coup, les Goths, en tout cas les guerres des Goths n'ont aucun secret pour toi? Ah, bien sûr, je connais absolument tous les protagonistes. Non, c'est pas trop mon domaine, même si j'aime bien. En vrai, j'ai regardé, alors pas sur les Goths, Ouais. un peu plus tardif, entre guillemets, les Lombards, Ah oui. mais qui a une histoire qui est relativement, pas similaire, mais en tout cas, peut-être la géographie de l'Italie qui fait que, mais il y a eu une proximité entre l'histoire des royaumes lombards et des royaumes ostrogoths, je trouve, dans leur manière de se faire latter la tronche, surtout. De mémoire, j'ai regardé vite fait tout à l'heure, et il me semble qu'il y a plusieurs guerres d'ego d'ailleurs. Oui, tout à fait, il y en a plusieurs. Il y en a... Série de victoires-défaites. Ça s'étale sur plusieurs siècles, la guerre des Goths. La guerre des Goths, nous, qui nous intéresse, Celle mais qui en nous fait, intéresse, c'est oui, celle de du 535, 6e 553. Mais effectivement, il y a eu des tas de guerres des Goths, on peut en parler rapidement, mais la première guerre des Goths, c'est celle qui a lieu en 249, où c'est les Goths versus l'Empire romain. C'est quelque chose qui a plutôt lieu en Grèce, si je ne m'abuse. Il y a un deuxième conflit dès 267, pareil, à peu près dans le même endroit. Puis ensuite, il y a une autre guerre des Goths un siècle plus tard, en 367, où là, justement, il va y avoir les fameuses migrations des Goths qui vont se mettre en place. Une autre guerre des Goths en 377, à nouveau plutôt du côté de la Grèce. Ensuite, la guerre des Goths en 401, donc avec Alaric qui décide d'envahir l'Italie. Puis ensuite, il y a la guerre des Goths de 458 avec Théodoric. Puis ensuite, la guerre des Goths de 461
1. Et enfin, justement, la fameuse guerre d'ego de 535. C'est les Ostrogoths de manière générale, quelques Visigoths aussi, il me semble, si je ne m'abuse, contre l'Empire romain d'Orient. D'ailleurs, en fait, dans les belligérants, je les ai parlé des Ostrogoths, mais il y a aussi les Alamans, il y a les Francs, en fait, il y a un peu tout le monde, quoi, qui castagne la gueule sur... Enfin, qui veut se castagner un Baston peu. général. Baston, 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 baston. J'imagine qu'on va pas en parler aujourd'hui, mais Oui. si jamais on a des gens qui passent par Toulouse, pensez à passer au musée Saint-Raymond à Toulouse, qui expose dans ses vitrines le trésor visigothique de Sey, qui est un Ok. magnifique trésor d'orfèvrerie et de pierres précieuses, qui vous montrera que la culture matérielle des Visigoths est non seulement très raffinée, mais qu'elle a produit des objets inestimables qui ont été retrouvés grâce à l'archéologie préventive Ok. lors de fouilles donc préventives dans un complexe de bâtiments et d'immeubles d'habitation dans Ok. la petite ville de Sey. Et Après, ce sont des boucles d'oreilles en or et en rubis, Ok, des waouh. bagues en forme d'aigle, insérées de rubis, pareil. Donc c'est vraiment des objets qui sont absolument fabuleux et dont on retrouve des traces déjà dans de ce style de culture matérielle. Et tu l'as dit, leur occupation de l'Ukraine, de la région ukrainienne, Ok. qui nous montre que c'est des peuples qui, malgré l'image barbare que certains se font, on peut le mentionner quand même, on est très très loin chez les peuples germaniques du barbare de la télévision ou du cinéma. Ce sont des peuples qui sont particulièrement raffinés, au moins autant que les Romains d'Orient ou d'Occident. C'est bien quand même de le rappeler, je trouve, que cette image du bon gros bourrin, alors nous on joue dessus, on en rigole parce qu'on sait qu'il y a quand même peut-être beaucoup d'auditeurs qui ne le visualisent pas, Oui. que ce sont des populations qui ont une culture matérielle, qui ont une culture politique aussi. Notre peuple germanique qui vit à côté, qui sont les Burgondes, qui, avant justement que les Ostrogoths ne s'emparent de l'Italie, dirigeaient en sous-main l'Empire romain d'Occident, montrant qu'ils sont capables de s'insérer extrêmement bien dans la politique locale et que donc ils ont appris les codes aussi de fonctionnement. De toute façon, en règle générale, tout ce qui est désigné sous le terme de barbare dans l'Antiquité n'a rien à voir avec l'image qu'on a du barbare aujourd'hui, comme le disait notre cher ami. Hein. Donc, que ce soit les Goths ou les autres, le mec avec les gourdins et en slip de peau de bête, vous oubliez. Même de manière Ouais. plus générale, même les mecs en armure, enfin, c'est vrai qu'on a tendance à voir tout le temps l'image du guerrier avec une vague, on ne sait pas trop si c'est une cotte de maille, si c'est une armure d'écaille, avec une vague cervelière un peu dégueulasse. Même, entre guillemets, cette version un peu améliorée du barbare, elle est complètement foireuse. Et Théo, d'ailleurs, nous en parlera peut-être après, mais les armées romaines de l'époque, elles sont toutes romaines. Oui, il y a Et tout c'est dedans. Hein. bien la preuve qu'il y a une vraie incrustation et germain. C'est peut-être peut-être l'élément sur lequel on peut appuyer. Bah oui, allons-y, Pas parlons, nulle parlons de part. culture matérielle aussi, hein, si vous le souhaitez. La guerre d'ego est un prétexte, mais on peut parler tout simplement des Goths de manière générale, la manière dont ils s'insèrent dans l'Empire, leur culture matérielle, leur culture politique, parce que en vrai de vrai, moi c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait je connais pas grand-chose en culture matérielle gothique. Moi je suis un peu comme le Pékin moyen, hein. Je sais que c'est pas vrai, mais si tu me demandes d'imaginer un Goth, si je dois écrire une série là comme ça, sans me renseigner historiquement parlant, et que j'imagine un Goth, pour moi je l'imagine comme un viking de l'Antiquité, quoi. Tu vois, il est rasé un peu sur le côté, et il va prier Wogan toutes les 5 secondes pour pouvoir tuer boire dans le crâne de ses ennemis, ou des conneries comme ça, tu vois. Alors Ouais, qu'on c'est ce sait que j'allais pertinemment dire. que Ouais, c'est il pas boit ça. du sang dans le crâne de ses Voilà, ennemis. c'est ça. Et du coup, moi j'y connais rien en culture gothique, donc si vous avez des infos J'ai sur peut-être comment une ça image, fonctionne, vas-y. si tu veux la transmettre ensuite à... Hop, Oh, c'est waouh. des reproductions, je crois, celle-là. Hein. Ok. Ah Pas oui, les l'aigle, il est magnifique. originaux. C'est ce genre de production hein, Ouais. d'artisanat. Donc on est quand même sur des C'est quoi? orfèvres. C'est de l'émail ou c'est de l'émaillerie ou c'est du sertissage? Ça, je ne saurais pas te dire, parce que j'avoue que c'est pas mon. Je suis pas un grand spécialiste C'est quoi? C'est des boucles d'oreilles au milieu? Il y a des boucles d'oreilles. On a retrouvé des boucles de ceinture, il me semble. Parce que les boucles Des d'oreilles, stipules, des bien petits sûr. caissons comme ça, plein de couleurs, moi ça me rappelle franchement l'émaillerie qu'on retrouve chez les francs aussi d'ailleurs, sur les bijoux francs. Ok.
Moi, je trouve que ça vaut pas J'essaie des de trouver bijoux le truc, mais romains, j'ai mais pas après, On parlera des Romains après, Oui, Théo, non, mais on est t'inquiète. d'accord, Ah, les Romains, ils ont pas de rubis, d'accord? Il est très Les ouais, bien, Romains, mais les ils Romains, ont plein commencez d'autres pas. choses. Ils ont plein d'autres choses d'abord. Moi, j'aime bien ce genre de petits détails, entre guillemets, de costume, parce que le costume, bon, surtout en l'occurrence les bijoux, ça survit parce que c'est des matériaux qui sont moins facilement destructibles que du tissu. On les retrouve dans le sol. Je suis pas un grand spécialiste de la question, mais on peut imaginer que c'est des individus qui sont quand même vêtus dans un style vestimentaire qui est quelque part entre le germanique et le romain tardif. C'est des gens qui veulent s'intégrer, qui cherchent à rentrer dans les élites locales et qui donc forcément vont adopter un certain nombre de manières d'être. Ouais. Mais tout comme ils vont Forcément, il faut influencer faire, chez qui ils essaient de s'intégrer, parce que c'est ça. C'est dans les deux enfin, sens. Rome et la société romaine évolue aussi beaucoup avec C'est l'arrivée sûr. de ces nouvelles populations. Oui, parce que du coup, Dans les deux sens. dans les petites questions que j'avais, je vais me permettre de vous faire rebondir. Il y avait cette Oui. idée que le royaume ostrogoth ou Théodoric, c'est un modèle vraiment réussi d'intégration entre romains et culture germanique. Est-ce que pour vous, c'est un fait qui est concret, qui se concrétise à travers les sources écrites et archéologie, ou c'est plutôt, encore une fois, une image idéalisée du barbare qui finit par se soumettre à la civilisation romaine parce qu'elle est, puissante culturellement parlant. Au-delà d'une vraie Il y a soumission, il du... faut surtout Ouais. parler de l'attrait en fait de la civilisation romaine pour toutes les populations barbares qui sont tout autour de ces frontières. C'est comment dire? C'est pas par comment dire? C'est pas par volonté de se soumettre à l'empire qui vont venir. C'est aussi par attrait des Économique. avantages économiques, Oui. etc. Du Je- mode de vie romain, un petit peu comme l'acculturation de la Gaule des siècles auparavant et même des autres territoires. C'est Ouais. quelque chose qui est attrayant en tant que tel, le monde romain. Il faut dire qu'en plus, c'est une culture qui, un peu comme la culture grecque en son temps dans les ruines de l'Empire d'Alexandre, est un peu la culture qui fait civilisation dans la région. Donc forcément, il y a une envie de mimétisme qui est très forte. Les marques qu'a laissé l'Empire romain culturellement font de l'Europe qu'elle est aujourd'hui. Il y a plein d'États, de royaumes qui n'existeraient purement et simplement pas s'il n'y avait pas eu Rome. Et c'est pourtant des États dont les élites à la base sont germaniques. Et Francs en premier lieu, hein, je veux dire, royaume des Francs, enfin, les dynasties tardives des Carolingiens, ils ont quand même beaucoup larpé en se prenant pour des empereurs romains. Hein. Oui. Bah, ne serait-ce que le On les connaît. christianisme, le christianisme, il aurait sans doute pas l'envergure qu'il a aujourd'hui sans toutes les institutions romaines qui ont fait qu'il a pu se répandre à travers l'Europe, etc. Bien sûr, Et ouais. je pense qu'il y a, Le il y a- monde il y a aurait ce- été il y a totalement cette envie différent. de, il y a cette envie de mimétisme, je pense, chez les peuples qui viennent s'installer dans la région. D'ailleurs, Qui malgré tout veulent profiter aussi peut-être du luxe romain, parce qu'il y a ça aussi. Voir que le niveau de richesse relative hein, dans l'Empire romain, même sur ces périodes tardives, même après la ravage de la guerre, des destructions, même après que Rome ne soit plus la capitale et que ça passe à Ravenne, il y a quand même un niveau de luxe qui n'existe pas dans certaines régions d'Europe, d'où viennent certains peuples germaniques. C'est-à-dire le principe de la villa, hein. C'est-à-dire, c'est un niveau d'habitation de luxe qui nécessite des fonds absolument colossaux. Il est facile de comprendre que les mecs ils se sont dit waouh, je veux la mienne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais typiquement, après, est-ce moi je que pense aux mausolées. Les mausolées qui sont à côté de Ravenne, de mémoire, il y en a plusieurs qui sont ostrogoths et qui sont des copies quasi conformes de mausolées romains. C'est très intéressant tous les comment dire les volontés des populations de vouloir tout simplement faire moi aussi quoi. C'est et profiter du luxe et de l'attrait du monde romain. est-ce que les Goths sont christianisés? La quasi-totalité des populations barbares va plutôt s'orienter vers l'arianisme dans un premier temps, et c'est vraiment Clovis qui le premier va plutôt choisir. Alors je sais même plus comment on appelle ça, le christianisme classique, on va dire. Je sais, enfin, Le paléochristianisme, ouais. ouais, voilà, Enfin, et même qui pas, va, même pas, parce qui que va le péter la gueule des paléochristianisme, autres et qui va c'est dire, bah maintenant on est juste chrétien classique, quoi. Enfin, ouais, comme tu dis, Mhm. c'est paléochristianisme. le nicéen, il me semble. Oui, il Oui, y a les voilà. Nicéens et les Ariens d'une part. Oui, le concile de Nicée. Après, il me semble Mais que c'est il au me- Concile de Nicée que les évangiles ont été choisis aussi, je crois, pour composer la Bible, si je dis pas de conneries, ou alors c'est peut-être pas celui-là, mais il me semble que Il me c'est semble que c'est plutôt, mais c'est plutôt, ouais, donc, dans ma tête c'était Nicée.
Il me semble que c'est un tout petit peu plus tôt, en sachant que, on le rappelle, hein, tout ceci n'existerait pas sans un certain Paul de Tarse, un auteur romain complètement oublié, qui est, on peut presque le dire, l'inventeur du christianisme. Et qui, lui, pour le coup, a été complètement snobé par la suite. Et d'ailleurs, du coup, puisqu'on parle un peu religion, j'ai une autre question un peu pour vous. Étant donné que les Goths sont plutôt ariens et que les Byzantins, enfin les Romains d'Orient sont plutôt nicéens, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une notion, en tout cas dans la notion de conflit qui va les opposer, une notion religieuse qui s'applique, ou ce serait anachronique de penser comme ça? Moi, je pense que c'est plutôt anachronique, puisque, Ouais. comment dire, ces prétextes religieux, c'est vraiment des prétextes qu'on va mettre en façade pour justifier des conflits qui en sont d'une toute autre nature, que ce soit territorial, économique ou autre. Ouais, C'est je suis d'accord avec Théo, hein. Ouais. c'est Et je vraiment. pense que la base de la base, elle est plutôt économique et territoriale ou autre, et que vraiment le côté religieux, s'il a existé, il est venu se rajouter par-dessus parce que faut bien clairement, trouver je suis toutes les d'accord. raisons Pour possibles quand justifier, tu veux ouais, défoncer le quelqu'un, conflit. tu vois. Bah, typiquement, la destruction des Vandales, hein, très clairement, c'est oui, mais en fait, c'est des Ariens, donc ça n'a sans doute rien à voir avec le fait qu'ils contrôlent le passage entre la Tunisie et la Sicile, et donc Non, le commerce avec la Méditerranée occidentale, c'est un et que ça pur commence. hasard. Oui. Que Effectivement. bizarrement, les Visigoths qui sont ariens, personne n'est jamais allé rien leur dire, hein. Ils sont passés sous le radar. Donc pour vous, la reconquête justinienne, parce que c'est Justinien qui, si je ne m'abuse, va essayer de reprendre l'Italie, c'est plutôt quelque chose qui est en lien avec une idée d'augmenter son territoire. Il n'y a pas un côté symbolique de reconstituer l'Empire romain quand même malgré tout? La symbolique, il s'en sert pour justifier son action militaire. Ouais, ok. Parce que oui, regardez, c'est la terre d'origine de l'Empire, de Rome, de machin, de mon cul. Donc forcément, il justifie ça pour encourager, je sais pas moi, son armée, son pays, l'économie, à aller dans ce sens-là. Ouais. Maintenant, s'il n'y avait pas, franchement, hein, moi honnêtement, je pars du principe que s'il n'y a pas une carotte économique derrière, les mecs, ils engagent pas des armées et des centaines de milliers de ronds dans une guerre juste pour le principe de faut qu'on reconquiert la terre des ancêtres. Ouais. Mais du coup, c'est Ah, quoi la ouais. carotte économique? Ça, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il y en a une. Bah, Je pense qu'il y a quand même un fort. Je pense qu'il y a quand même pour le pas pour le côté arien versus nicéen. Ça, je pense que c'est vu la facilité à faire le saut périlleux pour citer pour citer un roi de France des différents peuples germaniques. Je passe de l'un à l'autre. Je pense que la raison religieuse c'est du grand vent. Par contre, la reconquête de Rome et la reconquête de la péninsule italienne en tant que exploit entre guillemets culturel, même s'il y a des questions économiques, sécuritaires, parce que ça reste un territoire qui est relativement riche, même s'il va sortir bien dévasté des conflits en question. Je pense qu'il y a aussi quand même ce côté culturel, cette volonté d'être le reconquérant entre guillemets au détriment d'ailleurs, je pense, d'autres objectifs militaires ou locaux plus coûteux ou plus urgents. Genre au hasard, hein, mais alors vraiment au hasard, les parcs. oui, complètement. Ouais, mais les Parthes, ça fait 5 siècles qu'ils les emmerdent, alors après, ça Oui, l'aspect de reconquête du monde romain est quand même très très important, ne serait-ce que pour l'image de l'empereur en tant que tel, mais aussi parce que en fait, durant toute l'histoire européenne, les grands dirigeants ne vont avoir de cesse que d'essayer de se mettre en avant en tant que nouvel empereur d'un empire romain Oui, depuis comme on l'a longtemps dit tout à l'heure, disparu, avec effectivement. Ouais. Charlemagne, Ça- etc. quoi. Saint-Empire romain germanique, oui, Charlemagne, Saint-Empire romain germanique et tout le tralala, oui, ça va Oui, voilà. pas, on est d'accord. Ouais, ça va durer Les un petit Russes, moment. tout le quoi. monde. Hein. Tout le monde. Tout le monde à chaque fois. C'est tellement imprimé dans notre culture que si on veut incarner le gros bonhomme, quoi, le gros chef, bah, faut se définir en tant que D'ailleurs- successeur de Hot l'Empire romain. Quoi. take. Est-ce que c'était bien intelligent de tenter de reconquérir la péninsule italienne et se remettre au milieu de tout le bordel avec les Germains, vu la finalité du truc? Et pas Bah, on juste connaît- de se concentrer sur la Tunisie, la région de Carthage à l'époque, et ses greniers à blé, afin de sécuriser un passage Ouais. économique et maritime.
Ouais. C'est comme tout, hein, c'est en connaissant la fin, effectivement, c'est facile Oui. de juger, quoi, mais Ouais, mais j'imagine qu'il enfin, y quand avait il tellement revient au bout de la de 6e fois, facteurs. tu sais que c'est long. Hein, Oui, tu vois, c'est tu ça vois, a été c'est comme 15 ans au bout du Vietnam, tu sais que bon, exact, bon, mais en fait, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que le pire ennemi des Romains, bah, c'est les Romains. C'est-à-dire qu'il y a plein de dissensions, de rivalités entre enfin, dans comment dire, Dans les différents entre camps et les tout, généraux bien sûr. romains, etc., qui font Mhm. que, en fait, là où Bélisère, qui était le premier à arriver et qui Et on en était parlera ultra d'ailleurs. efficace, bah, il a créé plein de jalousies avec des rumeurs de complot, etc., qui sont peut-être avéré ou pas, hein, ça n'a jamais été prouvé, mais bon, si l'histoire retenait que la vérité, ça se saurait. Mais du coup, c'est sans doute les dissensions romaines qui ont plus, comment dire, mis du plomb dans l'aile de la reconquête italienne que véritablement Ouais. autre chose. Enfin, bien sûr, Mais il y je avait pense. des ennemis en face, hein, et évidemment. ouais, Mais il y a comme des ennemis d'habitude, quand même qui. Les Romains sont très doués pour se mettre eux-mêmes des bâtons Dans dans les les roues, roues. quoi. Mais d'ailleurs, j'en profite pour relancer un peu. Tout à l'heure, on a quand même dit que les Ostrogoths, c'était quand même un royaume qui était très romanisé. Est-ce que dans cette guerre ostrogoth versus romain d'Orient, on y voit beaucoup, je trouve, encore une fois, pareil, hein, dans la culture populaire, quelque chose de plutôt conflit de civilisation entre d'un côté les barbares germains et de l'autre les Romains, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas plutôt carrément sur une forme de guerre civile, d'une certaine manière, avec cette idée de Justinien de reprendre justement symboliquement le pouvoir à Rome, la Rome, quoi, d'une certaine manière. Profitant Bah, de la mort de alors, Théodoric, d'ailleurs, si je ne m'abuse. je ne sais pas si on peut parler de guerre civile, mais je suis prêt à parier qu'il y a des Ostrogoths dans le camp de Justinien qui se battent avec lui contre les autres. Ah Ah oui, oui, ça sérieusement, c'est j'en ai même certain, un. c'est certain, ouais. De là à dire guerre civile, pas vraiment non plus, parce qu'il y a quand même un eux et un nous bien définis. Oui, Ouais, bien C'est pas sûr. non plus un conflit de civilisation. Mais par C'est exemple, ni l'un ni l'autre. en termes de tactique militaire et tout, enfin, ils ont à peu près les. Moi, je les imagine comme ayant à peu près les mêmes tronches, en fait. il y a probablement des similitudes. Oui, il y a des grosses similitudes. Ne serait-ce que déjà tout l'Empire tardif, l'art de la guerre romain, en fait, va un petit peu s'inverser. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les barbares s'inspiraient des tactiques de guerre romaines et les Romains, au final, ils vont finir par acquérir l'équipement des barbares avec notamment les boucliers qui vont passer de la forme de tuile à la forme lenticulaire, qui est typiquement barbare pour le coup. Ouais. Et même les organisations de combat, etc., les stratégies militaires vont vraiment plus s'adapter à, comment dire, bah, un mode barbare, entre guillemets, même si en fait le mot ne veut plus véritablement Ouais. dire grand-chose. Et ça c'est pas On va dire dû plutôt justement germanique. c'est pas dû au fait que justement la plupart des troupes romaines à cette époque-là sont Oui, justement des évidemment. barbares, hein. Évidemment, Aussi, oui. c'est bah, déjà parce que dès le Haut Empire romain, on va mettre en place comment dire, Les une auxiliaires. sélection de candidats qui vont faire que la plupart des gens qui remplissent ces conditions pour rentrer dans l'armée romaine, ça va être des gens d'origine soit celte, soit germanique, Ouais. c'est-à-dire des conditions de taille minimum, un gabarit précis, et ce qui fait que le petit Italien méditerranéen qui fait 1,60 m, il va pas être pareil que le gros Germain de 1,80 m, 1,90 m qui va arriver avec ses gros muscles, quoi. Donc rien qu'au début de l'Empire romain, ce changement-là, il va se faire sentir, et la quasi-totalité des légionnaires durant l'Empire romain, avant même hein, l'époque tardive, va être d'origine autre que l'Italie Ouais. de base. Ça va très vite, comment dire, changer, quoi. En plus de ça, t'as tout le fait que sur l'Empire romain d'Orient, tu l'as évoqué tout à l'heure Théo, hein, le problème c'est qu'ils sont tellement tous en rivalité, les familles les unes avec les autres, que dès que tu as un changement d'empereur, même au sein de la même dynastie, vu qu'il faut absolument qu'ils posent sa marque pour avoir l'air puissant, ils ont tous la réformite aiguë. C'est-à-dire qu'ils réforment systématiquement toute l'armée. Parfois ça sert strictement à rien, ça coûte des sommes colossales. Surtout que l'empereur d'après va complètement abandonner la politique de son prédécesseur. Il y en a un qui fait des forteresses en pagaille, histoire de fortifier sa frontière orientale, et puis l'autre qui dit ouais non, finalement on va faire des gros packs d'armées. Putain, j'imagine Donc les conseils des c'est. ministres des mecs. On n'a plus de sous. Ouais, c'est pas grave, faites des forteresses. Je viens de vous dire, j'ai dit. Ouais. Ah mais c'est fabuleux hein, quand tu lis J'en ai écouté hein, la dernière fois sur justement sur l'Empire romain d'Orient, et
c'est fabuleux. Le niveau de réformite, il est à ce stade-là de la maladie. Je veux dire, on est au-dessus de la République française, tu vois. C'est c'est pire que des libéraux en France, quoi. Il faut réformer pour réformer. Bah écoute, au 3e siècle, à Rome, enfin, et à Rome et dans l'Est de l'Empire, c'était les concours de popularité au sein des armées pour savoir qui c'est qui sera empereur. Après, c'était un autre style. Ce qui est sans doute arrivé également pendant la guerre des Goths, hein, puisque de mémoire, il me semble que dès qu'il y a un général qui est un peu victorieux, ses soldats vont très vite commencer à l'acclamer empereur. Donc, c'est aussi ce qui pose des problèmes, quoi. C'est une vieille C'est-à-dire tradition. que la plupart du temps, c'est le général qui va donner les sous. Donc, Et quelque part, les soldats vont rarement mordre la main du maître victorieux, en tout cas, qui les nourrit, quoi. Bah oui, c'est normal. Vous deux qui êtes antiquités, est-ce que finalement, cette histoire de problème de succession, d'absence de règles de succession dans l'Empire romain, est-ce que c'est pas le péché originel de l'Empire romain en tant que tel? Alors, Absence de règles de succession. c'est pas qu'il y a une absence de règles, c'est que ils font tout pour pulvériser les prétendants au titre. Donc forcément, au bout d'un moment, quand t'as plus de lien du sang ou lien matrimoniaux ou quoi aux caisses, après t'as plus de règles. Oui, et puis au-delà de ça, c'est peut-être aussi l'époque qui fait que ça rend la chose plus compliquée. C'est-à-dire pendant l'Empire romain, il y a eu plein de moments où les successions se sont très mal passées, c'est sûr. Oui. Elles ont Ah oui, été préparées par très peu d'empereurs et généralement, quand elles ont été préparées, les successions, tout s'est bien passé. À peu de choses, à peu de La choses règle, le près, premier sauf empereur de commode. Rome, il en a chié pour qu'on lui Oui, succède. oui. Mais Et par il s'est exemple, ils se sont retrouvés avec Tibère, qui était un espèce de psychopathe fini, qui voulait surtout pas régner, mais bon, qui s'y retrouvé là quand même. oui, évidemment, il y a eu des exceptions, mais par exemple, si on prend l'exemple de Adrien, Antonin le Pieux, Oui. Trajan, etc. Enfin bref, cette période la plus La période faste faste, c'est la seule de période l'Empire où ils romain. sont battus entre les mecs. Ouais, il y a aussi eu un petit peu au moment de la tétrarchie où ça s'est plutôt bien passé pendant les premiers temps et après ça s'est vite cassé la gueule. Mais déjà parce qu'en fait, je pense qu'il y avait une différence culturelle des deux parties de l'Empire qui s'est accentuée au fil du temps et qui fait qu'au bout d'un moment, la division était inarrêtable, entre guillemets, dans un monde. Enfin, pas oublier qu'on était durant l'Antiquité, donc à cette époque-là, les moyens de communication étant ce qu'ils étaient. Et l'Empire romain étant aussi gigantesque qu'on le connaît, c'était très compliqué d'administrer quand même cet empire-là, surtout avec des invasions, des problèmes politiques dans tous les sens. D'où la Et séparation vas-y en qu'il y a deux. des barbares qui arrivent ici, et vas-y qu'il y a d'autres barbares qui arrivent là-bas. Eux, c'est des francs, mais eux aussi, ils disent qu'ils sont francs. Eux, c'est Et des puis francs saliens, et après, il y a des francs je sais pas quoi. Du coup, les mecs, ils sont un peu paumés. Et forcément, La il y a géographie aussi... aide pas. Et puis La les géographie sécessions. aide pas, et puis tu as une grosse partie des élites romaines qui vont garder cette vision très mégalomane en mode nous on est romains de souche et dehors les bouseux, quoi. Ça va causer aussi des problèmes, comme Et dans puis tout temps, et puis les sécessions, parce que évidemment. dès le 3e siècle après Jésus-Christ, d'ailleurs, moi je suis toujours étonné de voir que l'Empire romain il a perduré au-delà du 3e siècle, parce qu'en fait, le 3e siècle pour moi c'est vraiment le début des problèmes, quoi. Alors malgré la Ouais, bien sûr. tétrarchie, malgré les tentatives de faire un peu des trucs pour stabiliser un peu la baraque, concrètement dès le 3e siècle ça se casse déjà la gueule méchamment. On en parlait, il y a déjà des invasions, des sécessions, des populations qui savent plus très bien si elles sont romaines ou pas aux caisses. Ouais, là, c'est là qu'on voit que la puissance de l'Empire romain était avant tout culturelle, c'est-à-dire que malgré le fait que tout se passe très mal d'un point de vue politique, le monde romain garde un semblant de, de stabilité ou de cohérence, en tout cas géographique, pendant une très très longue période. Et même une cohérence géographique qui va se maintenir à la chute de l'Empire romain avec tous les royaumes qui vont se fonder, Bien sûr, etc. Après, il y a les conquêtes arabes qui vont faire que le monde chrétien, romain, etc. va se réduire énormément en Orient, en Afrique, etc. Mais avant ça, le christianisme remplace complètement les frontières, enfin prend la place les de frontières l'Empire du romain en tant christianisme, que tel. le monde chrétien est littéralement la suite de l'Empire romain en fait. C'est ça. Alors, je me permets une autre take aussi, mais le pape, c'est un peu l'empereur romain 2.0. La chrétienté, en termes de territoire, ça recouvre à peu près le territoire romain au départ. Le gars, il a tout fait pour essayer de s'en accaparer l'image et le pouvoir. Après, vu à quel point il se fait systématiquement latter les roustons par
tous Oui. les peuples qui passent à proximité. Oui, oui, Est-ce oui. que c'est un succès ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais, Mais mais d'ailleurs, je me permets, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la. Vous avez quand même dit il y a de plus en plus une scission entre l'Orient et l'Occident. Et je vais revenir à nouveau vers le sujet, cette fameuse guerre d'ego. Est-ce que, au final, c'est pas, en un sens, un conflit entre l'Empire romain d'Orient et les restes, finalement, de l'Empire romain d'Occident? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les troupes finalement de l'Empire romain d'Occident, c'était des barbares, des Germains, etc. Et donc du coup, c'est ces troupes-là que les Byzantins vont affronter en fait, en réalité. Moi, je pense que oui et non, dans le sens où oui, c'est une sorte de... l'Est, l'Orient est relativement bien défini, l'Orient romain, l'Ouest l'étant beaucoup moins parce qu'il y a différents royaumes, chefs, etc., Oui, il n'y a qui pas sont une quand même les entité, ouais, bien héritiers, sûr. Ouais. héritiers de l'idée de la pensée romaine. Mais je pense qu'il est encore... c'est suffisamment frais pour que, comment dire, la légitimité de l'empereur, enfin, de ce qui reste de l'Empire romain d'Orient soit... Enfin, alors, j'ai Elle est perdu pas le fil de ma contestée. phrase. Mais en gros, Elle voilà, est pas contestée, hein. elle n'est pas Très très contestée, clairement, voilà. les Ostrogoths, comme d'ailleurs certains Lombards par la suite, reconnaissent l'autorité de l'empereur d'Orient, qui est Sur l'empereur de Rome, tous les Romains. ok, ouais. en tant qu'autorité Symbolique, au moins. Oui, symbolique. Ouais. notamment Il dans y la lui prête monnaie d'ailleurs. allégeance, hommage et tout ça. Ah ouais, dans la monnaie. La monnaie, ça se voit dans la monnaie, ouais. Les La monnaies, plupart des... les monnaies, par exemple, en Italie, sont Alors, avec la pas tranche tout le de. temps, mais en fait, pendant une bonne partie, enfin, en tout cas pendant tout le début, je ne saurais pas dire jusqu'à quand, malheureusement, mais la plupart des chefs et rois germaniques d'Europe de l'Ouest vont frapper monnaie en mettant en avant l'empereur d'Orient Ok. sur cette monnaie. Et justement, en fait, va y avoir ce moment où les chefs d'Occident vont commencer à ne plus le faire et à frapper monnaie à leur effigie. Et c'est Ok. aussi le moment, ça va correspondre au moment où ils vont un peu se foutre sur la gueule, évidemment. Et tout à l'heure, par message, t'as été motivé, Théo, pour venir nous parler pour venir dans cet épisode, à la fois parce qu'on allait parler de Romain, mais surtout parce qu'on allait parler de Bélisaire. Moi, c'est un personnage que je connais pas du tout, Bélisaire. Alors, de ce que j'ai rapidement vu, c'est que c'est un général, romain d'Orient, et qu'elle avait l'air d'avoir une sacrée répute. Ouais, il a une répute Tu de peux nous en dire zinzin, hein. plus? Ouais, en vrai, ça remonte. La plupart de mes connaissances sur lui remontent à mon master, du coup, ça fait quand même quelques petites années. Mais en gros, Bélisaire, c'est un peu l'un des plus grands généraux, on va dire, en tout cas de cette période-là, de l'Empire romain d'Orient. Il va connaître des succès incroyables un petit peu partout, à peu près dans tout ce qu'il entreprend. Que ce soit d'abord du côté oriental, hein, face aux Perses dans un premier temps, et après, il va être désigné par Justinien pour mener justement la reconquête dans côté ouest de la Méditerranée, d'abord avec l'Afrique des Vandales, à qui il va péter la gueule. Pour faire simple, hein, ça prend quand même un petit peu plus de temps, mais ça va se passer de manière... ça va super bien se passer hein, de manière générale, hein, je résume énormément. Si bien que ensuite, en fait, le fait de reconquérir l'Afrique, le nord de l'Afrique, ça va permettre également de lancer des campagnes en Italie et du coup cette fameuse reconquête qui elle va être beaucoup beaucoup plus compliquée, notamment par rapport au fait que déjà va y avoir des rivalités internes au niveau des Romains. Mais aussi parce que les succès de Bélisaire vont pas être aussi présents ou impactants que ce qu'ils ont été précédemment. Et surtout, en fait, Bélisaire, il a un peu cette image de général très victorieux, mais avec un empereur qu'on va considérer comme ingrat derrière lui, puisque au final, en fait, il va finir sa vie complètement délaissé et même mis de côté par l'empereur. On l'imagine souvent finir comme, il me semble, comme un homme sans le sou, etc. Je pense pas qu'il soit arrivé jusqu'à cet état-là, mais en fait, il est vraiment tombé en disgrâce, Ouais. que ce soit véritablement parce qu'il a participé à des vrais complots envers l'empereur, mais ça, on le sait pas et on le saura sans doute jamais. Ou alors tout simplement parce que ses ennemis politiques ont suffisamment comploté contre lui pour que il mette complètement sa carrière, qu'il Ouais. foute sa carrière en l'air en quelque sorte, C'est et ça. en même temps qu'il foute un petit peu la merde dans les conflits et même dans la stabilité de l'Empire romain, ce qui ne serait pas la première fois, ce qui arrive quand même très 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 souvent, ne serait-ce que avant la chute de Rome, hein, Ah ouais. Rome
où il y avait, alors je sais plus parce que je me perds au niveau des noms, ça fait un moment que je me suis pas penché dessus, mais il y avait un grand général d'origine barbare qui menait les armées romaines et il y a et qui avait beaucoup de succès pour défendre l'Italie, etc. Et Celui qui a il y avait combattu des la Sicile, tu veux dignitaires. dire? Je sais plus exactement, vraiment j'ai plus le nom, mais en gros encore des dignitaires romains qui ont fait dire, enfin qui ont dit à l'empereur attention, il va prendre votre place, oh là Aetius. là, Ouais, machin. comme toujours. Sans doute, et Et du coup, en fait, il va être Aetius. à la fois lui aussi, oui, voilà, Aetius. Il va Ouais, être mis de côté, et du coup, tout ce qui se passait bien dans l'armée romaine pendant un moment, va à nouveau se casser la gueule, et Rome va connaître ce cas de figure Ouais. pendant toute la chute de l'Empire romain. Hein. Ça va être des successions de généraux qui vont commencer à rencontrer plein de succès, mais dont l'empereur va commencer à se douter de leur loyauté, à tort ou à raison, et qui du coup vont être écartés, et du coup, comme l'Empire romain qui va Ouais. qui va être un petit peu, S'écarter qui petit va à petit. s'effondrer en fait, ouais, qui Ouais. va s'écarter Ouais, un parce que petit peu de la scène c'est se politique. priver de gens qui ont du Ouais, talent, c'est-à-dire quoi, qu'à chaque parce fois qu'il y avait que un qui avait du succès, les jaloux étaient en mode non, mais il est pas bien, Parce il que- est dangereux, parce que machin. là, de ce que j'ai rapidement vu, Bélisaire, il va quand même bien participer à la prise de la péninsule italienne. Il va Ah prendre oui, Rome, oui, il mais va il va défendre participer la à ville. tout le moment Tout le monde successful, on glorieux, va ouais, dire. c'est hein. ça. Puis à partir du moment où il est plus là, s'il y Ça a se casse la gueule. un gros souci. D'ailleurs, pour la petite information, il va mourir en mars 565 en résidence surveillée. Donc, je sais pas si c'était top les résidences surveillées à l'époque de l'Empire byzantin, Ouais, mais les conditions ne devaient pas être folles, mais de pas être dingue non plus, ouais. surtout après avoir connu un succès Profond, monstrueux. quoi. Ouais, c'est ça, euh, exactement. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, la guerre des Goths, c'est les Byzantins qui vont la gagner après plus de 20 ans de conflit entre les Byzantins et les Ostrogoths. Moi, je connais pas grand-chose en tactique militaire ni en stratégie, mais pourquoi c'est les Ostrogoths qui ont perdu? Parce qu'on a effectivement une arrivée massive quand même des Byzantins qui arrivent à faire victoire militaire sur victoire militaire, puis ensuite il y a une grosse phase de défaite. Et après, finalement, pouf, c'est les Ostrogoths qui perdent avec la destruction totale de leur royaume. Ça pourrait s'expliquer à travers quelle cause, ça? Les dissensions politiques, hein, comme chez les Romains. Dissensions politiques Bah chez ouais, les Goths, rois faibles, etc. C'est vrai que Ouais, la ouais, mort de puis, Théodoric, déjà, entraînait pas mal de problèmes, mais... puis en plus, on parle pas sur ces entités politiques-là de la fin de l'Antiquité, du début du Moyen-Âge. On parle pas d'États constitués modernes comme on les pense aujourd'hui. Ouais. La mort d'un roi peut provoquer l'effondrement d'un empire tout entier, hein, CF les 1. Il domine absolument quasiment toute l'Europe pendant quoi 20 ans. Puis Attila meurt et hop là, ça va le dingue. Ouais. C'est des entités politiques qui se reposent sur des réseaux d'alliances, parfois personnels, entre des clans ou entre des tribus ou entre des individus même, de pouvoir. Et que donc la mort ou le mariage ou la naissance d'une seule personne peut complètement faire pivoter ces alliances-là. Deux, ça fait pas non plus tant de temps que ça qu'ils sont dans la région, même s'ils sont relativement implantés. Ils n'ont pas la même histoire dans la région que d'autres peuples. Il n'y a pas de concept de nation. Ouais. Donc tu peux pas rallier les gens en disant oui, on va se battre pour le royaume des Ostrogoths. Tout le monde s'en branle. Faut être clair, le roi Ostrogoth ou l'empereur d'Orient, de toute façon, tu seras taxé pareil. Hein. Donc, Ouais, effectivement, ouais. il n'y a oui, pas il y la a- motivation moderne qui existe aujourd'hui. Ouais. Ouais, exact. Ouais. Et j'ai omis un détail, il y a aussi les Francs qui vont faire un sacré coup dans le poignard Oui, dans il me le semble dos qu'il y a une aux trahison, Ostrogoths ouais. de mémoire. Oui, oui, oui. Ouais. Les Ostrogoths vont aller les voir en mode ouais, est-ce que vous pouvez nous aider face aux Romains, tatati tatata. Et les Francs ils vont faire ouais, ouais, vous en faites pas, on vient vous aider. Grosse solidarité. Par contre, on aimerait bien choper la Provence si on vous aide et que vous en sortez. Et les Ostrogoths, ils ont fait nickel, vas-y, on deal. Et les Francs, ils ont pris la Provence et ils sont jamais allés les aider. De mémoire, ils ont tenté de rentrer en Italie, se sont pris une peignée. Et Ouais, ils fait, sont ouais, mais en repartis. fait, Finalement, on ne flemme. vient pas. Ouais, voilà. En gros, ils ont fait on prend la récompense et on participe pas tellement. Hein. Bah, de toute façon, hein, les Mérovingiens. Hein. Ouais. Pareil, très chers auditeurs et auditrices, si vous aimez les histoires de vengeance, de trahison, de jeux politiques à la Game of Thrones, la politique mérovingienne est faite pour vous. Hein.
Notamment la période des reines assassines, c'est absolument fabuleux. Hein. Ça se massacre dans tous les sens pour ce que nous on considérait aujourd'hui pour des broutilles. Et C'est- ça peut déstabiliser des royaumes entiers. Eh oui. On savait rigoler à l'époque. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure tu parlais de Voilà, téléphone complot, Théo et tout, et de c'est ça qui déstabilise l'Empire romain. Et en fait là, je me rends compte en regardant un petit peu que c'est exactement, effectivement, comme vous l'avez dit, ce qui se passe pour les Ostrogoths, parce que le général des Ostrogoths, plus ou moins pendant la guerre, c'est Vitigès, qui après plusieurs victoires va retourner à Rome et s'arranger pour que le roi des Ostrogoths ne soit plus roi des Ostrogoths, mais que ce soit lui le roi. Et donc du coup c'est vrai que ça crée des dissensions et ça va foutre le bordel jusqu'à ce que ce soit un autre roi qui s'appelle Totila, qui était surnommé d'ailleurs l'immortel, ce que je trouve vachement stylé, qui va réussir à stabiliser un peu tout ça, mais dès que lui-même va canner, ça va re-être le bordel après derrière. Et en fait on se rend compte que d'un côté comme de l'autre, c'est toujours à peu près les mêmes facteurs qui font la chute d'une entité politique, quoi, finalement. Même chez les plus grands empires, hein. Je veux dire les Macédoniens. Hein. Ouais. D'ailleurs, Les Macédoniens, le moment où Alexandre l'Empire français de Ducas, Napoléon, plein de choses. Hein. Ouais. ouais, mais encore l'Empire français de Napoléon, pour le coup, je serais pas d'accord. Il y a beaucoup d'autres facteurs en jeu. Oui, Il y a évidemment. L'apparition Mais du nationalisme. Le, il y a le chef ayant beaucoup de choses. disparu, l'empire, l'entité politique s'effondre avec lui. Je suis pas d'accord, mais la situation de 1815 des Oui, États on n'est pas modernes du tout la même n'a rien période. à voir. Mais qui sait, Si tu veux, peut-être. les mécanismes de la paix n'ont strictement rien à voir avec des États constitués qui connaissent leurs frontières, qui ont des ambitions territoriales clairement définies, Oui. et pas juste de jusqu'où est-ce qu'on peut aller. A priori jusqu'à l'Indus, mais pas plus loin. Et pour ça, d'ailleurs, on vous invite à écouter, très chers auditeurs, nos épisodes sur, d'une part, Alexandre le Grand, mais aussi sur les 100 jours de Napoléon, puisqu'on a en fait déjà des épisodes sur ces différents sujets. Je me rends compte, pour vous recentrer un petit peu, qu'il y a eu une bataille du Vésuve en 552, où les mecs se sont affrontés au niveau du volcan, ce que je trouve très cinématographique. Voilà, j'avais juste envie de le placer là. Et c'est une des défaites ostrogoths qui va marquer un tournant, justement, au cours de cette guerre. Puisque oui, la guerre va finir par se terminer, du coup, comme on l'a dit, après près de 20 ans, donc en 553, soit donc un an après, justement, la bataille du Vésuve. Puis ensuite, ouais, c'est ça, le dernier roi ostrogoth, il me semble, qui s'appelle Théias, est vaincu et tué par le général byzantin Narsès durant la bataille donc du mont Lactarius. À partir de ce moment-là, les Romains d'Orient purent se réinstaller en Italie Et profiter de la paix jusqu'à la fin des temps. Et 10 ans plus tard, les Lombards. Oui, voilà, justement. Moi, c'est le même de Bob l'éponge. Hein, c'est 5 seconds later. Oui, justement, moi j'avais une question un peu sur ça pour filer tout doucement vers la fin. C'est quand même une guerre qui a l'air d'avoir duré extrêmement longtemps, qui a l'air d'avoir été extrêmement coûteuse, aussi bien d'un côté finalement que de l'autre, même si bon, un côté ils ont perdu et ils ont cessé d'exister. Mais au final, ça a l'air d'être une guerre qui a considérablement ruiné un petit peu l'Italie. Et j'avais envie de dire, alors ce sera peut-être encore une fois anachronique, mais c'est pour vous faire parler, hein, vous vous en doutez. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu à cause de ça que pendant très longtemps, par la suite, au Moyen-Âge, etc., jusqu'au 19e siècle, on va avoir une Italie qui va être très fragmentée politiquement parlant, parce qu'il n'y a pas eu d'entité qui a réussi à s'installer après Rome, finalement, sur une durée réellement longue? Non. Non? Ok. Je mettrais pas cet événement-là comme... Et alors, sans doute que ça participe à l'affaiblissement local, mais des royaumes d'Italie, il y en a eu ensuite, les Francs. Hein. Le royaume d'Italie en tant qu'Italie, d'ailleurs, c'était une invention des Francs. Ok. Prenez ça dans votre gueule, les Italiens. Ça là, hein, voilà. Non, mais c'est les Carolingiens qui établissent un royaume d'Italie qui va exister à plusieurs reprises, qui va être incorporé dans le Saint-Empire romain germanique. Et après, il y a eu plein de processus un peu longs, un peu complexes, avec par moments des dynasties qui semblent prendre le pas sur les autres. Mais comme il y a beaucoup de villes riches en Italie et que un certain nombre d'entre elles vont développer petit à petit, soit par la rébellion, soit par des contextes locaux, des systèmes républicains, qui se basent sur une élite urbaine, ça va amputer, entre guillemets, la possibilité de réellement conquérir l'Italie. C'est-à-dire que quand tu as plein de cités très riches, avec les moyens de se payer des mercenaires partout, Ouais. c'est difficile de juste marcher sur le voisin. Surtout que comme c'est des villes,
ça veut dire qu'il y a des murailles, ça veut dire qu'il faut faire des sièges qui sont longs, coûteux et qui la plupart du temps ne marchent pas. Donc en vrai, non, il y a tellement plein d'autres facteurs que Ouais, la bien sûr. divinité italienne que... Petit détail, parce que on a évoqué les Lombards qui sont genre arrivés 5 minutes Moi, après justement, que les, j'allais que te les faire rebondir Ostrogoths dessus. soient- Vas-y. Ah bah, on peut rebondir sur les Lombards. J'ai découvert récemment qu'ils avaient employé des mercenaires bulgares avec eux dans leur conquête Ok. de l'Italie et que pendant quasiment 2 à 3 siècles, il y avait des villages bulgares dans le nord de l'Italie Eh ben. avec une langue bulgare et tout, hein. Enfin, la totale. Ok. Les mecs, ils étaient là, ils étaient posés. On a eu un lopin de terre, on est resté. C'est Sinon, hyper intéressant comme anecdote. Et un petit mot sur les Visigoths, même s'ils font pas partie des guerres gothiques. T'as dit tout à l'heure, t'as parlé un petit peu d'eux sur Oui, tout à fait. l'Espagne, Oui, ça vas-y. fait un petit peu péter la gueule. Moi, juste rebondis sur ma petite expérience à Nîmes où j'ai bossé du coup. Parce que Nîmes a été un des bastions visigothiques du sud de la France, avec une proximité immédiate avec le territoire franc, hein, puisque Nîmes était visigothique, Uzès, qui est juste à côté, était franc. Et de mémoire, là-bas aussi, hein, il y avait de grosses dissensions politiques entre différents rois, etc. Des rois qui étaient plus ariens, d'autres qui étaient plus nicéens, c'est ça qu'on on a retenu ce terme, c'est ça, en début d'épisode? Ouais, Ouais, lycéen. voilà. Pas bon à rien, Lycéen, mais et lycéen. je sais plus lequel des deux, mais en gros, il y a toute la faction de ce parti de ce parti religieux qui a migré dans le sud de la France et qui a eu comme quasiment dernier bastion Nîmes, Ouais. puisque ça restait vraiment une espèce de petite cellule visigothique à cet endroit-là, alors que toute l'Espagne va tomber sous le joug musulman et de la conquête arabe. Et ce petit noyau visigothique-là, en fait, il va se faire un petit peu écraser par les Francs au final. Et par Charles Martel notamment, c'est ça. voilà, Charles Martel notamment, qui va se mettre à cramer la ville de Nîmes aussi, c'est vachement bien. On va perdre la quasi-totalité, enfin, à ce moment-là, la quasi-totalité des monuments antiques. C'est à cause de Charles bâtiments. Martel que Nîmes a perdu ses monuments antiques. Oui. Incroyable comme Non. anecdote en vrai. Pas que lui, hein, pas que lui, évidemment, on va pas lui jeter la pierre à 100%, mais J'ai envie de te dire, le mec s'appelle le marteau. C'est vrai, Il voilà. il s'appelle pas le fleur du subtil. jardin, tu vois. voilà, on a Voilà. des traces que les Visigoths ont laissées aussi à Nîmes. Il y en a très peu, il y a quelques tombes qui sont très moches. Mais sinon, ils ont fortifié. Ouais, parce que s'ils étaient forts en bijoux, en infrastructure, Ils étaient pas forts en tombe. Ni en Après, ça infrastructure. dépend. Franchement, Ouais. les tombes mono-sud-ouest pour les Visigoths sont assez chouettes. Après, c'est un style de Ouais, sépulture c'est un style un qui peu laisse très chelou. peu de Hein. traces. Voilà. Ouais. Bah, moi, franchement, Et- je trouve ça stylé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une tombe monophyte, c'est donc un tronc d'arbre dont on coupe juste une ouverture, Ouais, et on creuse l'intérieur. Et on remet l'ouverture qu'on a coupée comme couvercle. ok. Donc c'est vraiment, vu d'un point de vue extérieur, c'est un tronc d'arbre. Ok, pas mal. Et du- C'est assez original comme méthode de sépulture. C'est vrai. Et du coup, c'est les Goths, pour finir ce que je voulais dire, qui ont comment dire, fortifié les arènes de Nîmes pour en faire une place forte Ok. face notamment aux Francs. Ah oui, donc ils ont eu une grosse influence quand même sur l'anime actuel, les Oui, Goths, oui, enfin. toute la Septimanie était visigothique, hein, Nîmes étant une des, je sais plus combien on disait, 6 ou 7 ou 8 cités importantes du Languedoc qui étaient sous leur domination et Ok. qui ont eu une sacrée emprise à cette époque-là. On a tendance à l'oublier parce que c'est vrai que ça va très vite passer côté franc. Ouais. Mais l'influence visigothique était quand même assez importante hein, à l'époque, même s'il en reste que très peu, Très peu de choses. très peu de traces. Il y a quelques petits bijoux, il y a quelques tombes effectivement qu'on Ouais. peut retrouver à Nîmes, mais pas grand-chose d'autre. Tout comme on va retrouver évidemment des tombes musulmanes hein, avec la Eh oui, conquête, bah oui, forcément. Ouais. la conquête arabe, jusqu'à ce s'ils sont montés à Poitiers, bah, ils sont montés à Nîmes. Hein, voilà. Oui, c'est pas effectivement. Mais d'ailleurs, je me permets à nouveau de vous relancer. Tout à l'heure, on parlait culture matérielle. Là, tu as sous-entendu que au niveau des infrastructures, les Go, c'était pas trop ça. Je sais pas si vous le savez ou non, mais moi, ça m'intrigue. Ça ressemble à quoi normalement un bled Go à la base? Bon, à 4 Ah, planches n'importe et quel un autre toit, hein. bled de l'Antiquité. Enfin, genre, je peux pas être méchant, mais en vrai, à part les insulae de Rome même, Ouais. les villas. Et moi je te le permets bâti, pas, hein, Nîmes c'était joli, hein. Et non mais c'est des insulae urbaines, mais
Je veux dire, c'est un style de bâtiment, ok, qui est propre à une civilisation qui a énormément de villes Ouais. et de villes denses. Mais dès le moment où tu as un dépeuplement des villes, bah en fait, mec, ils font les mêmes maisons partout. Enfin, après, elles sont adaptées au climat, c'est-à-dire que tu as plus ou moins de pente de toit, tu es plus ou moins en hauteur en fonction de ton niveau de richesse, des matériaux que tu as apportés. Dans le sud, tu es plutôt avec de la pierre, dans le nord, tu es plutôt avec du bois. Mais c'est. Ouais. Là, à ce stade-là, entre guillemets, les petites gens, la masse de ceux qui travaillent, qui vivent, est-ce qu'ils ont des grandes différences d'habitat de base? Pas bien sûr. Surtout qu'en plus, faut pas oublier que le substrat de population majoritaire, il est ni franc, ni visigothique, ni ostrogothique. Ouais. Il est et la France actuelle, il est gallo-romain. Ouais. Et en Italie, il est latin au sens très large. Il atteint, ouais, il est... Avec 2-3 bulgares. Avec des trois bulgares, visiblement. Ouais, mais par exemple, Oui. quand ils étaient. Ça, je sais pas si vous le savez ou non, encore une fois, mais quand ils étaient en Pologne au tout début, enfin, on laisse de la Germanie, souvent on imagine vraiment le village germain classique, pareil, de l'imaginaire, c'est une grosse bicoque en bois avec de la paille, les mecs font un feu, il y a une sculpture de Wodan en bois à côté, sur lequel ils vont sacrifier leurs ennemis, tu vois. Ça, tu vois, ça, c'est ça, c'est un truc que je trouve très très chiant avec. Mais c'est les images du cinéma qui est. Bah oui, c'est ça, justement, c'est les images. Les maisons en bois. Les maisons en bois. Ça peut être très bien. Même de la période, ça peut être super beau. La sculpture sur bois scandinave, les quelques pièces qu'on a, c'est magnifique. Allez voir les quelques églises, les quelques premières églises en bois scandinaves qui ont survécu en Norvège ou au Danemark. Elles sont superbes. Et c'est des bâtiments qui sont gigantesques, de mémoire qui font. Je crois qu'elles culminent quand même à 15 mètres de haut. Et c'est tout en bois. Et c'est gigantesque. Et c'est sculpté dans tous les sens. Parce que c'est un matériau. Le bois, c'est un matériau qui est très facile à travailler. Ouais. Donc ça veut dire que contrairement à la pierre, peut beaucoup plus facilement faire des gravures, faire de la sculpture, faire du bas-relief, et ça te permet d'avoir des bâtiments qui sont très très beaux. Ça, il faut te sortir de la tête que parce que le matériel, c'est du bois, de la chaux et de la paille, Ça serait forcément moche. c'est forcément moche. Pas Mais- du tout. Mais du coup, le problème, c'est que le bois, ça laisse pas de traces. Donc, est-ce qu'on a des moyens, nous, aujourd'hui, Ça de. laisse des traces. Ça laisse des Ça trous. laisse des traces. Ça laisse des trous de poteaux, mais je veux dire, Exactement. visuellement, comment est-ce qu'on peut. Enfin, par exemple, C'est vrai que- on n'a pas d'exemple de belles sculptures en bois Alors, de gothique, belles du coup. sculptures, Goth. on n'en a pas forcément, mais par contre, on peut déterminer À quoi ressemble la baraque, en tout cas, en termes de visuel À quoi ressemble la baraque? Ouais. Tout à fait, parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'archéologie, qui nous écoutent, quand on retrouve des trous de poteaux, en fait, on peut regarder avec les alignements de trous de poteaux, le nombre qu'il y en a, l'épaisseur du poteau, est-ce qu'il y a des poteaux qui sont inclinés ou pas, est-ce qu'on a des traces au sol de salines, c'est-à-dire de poutres de soutaine de soubassement. Mhm. On peut déduire le type de bâtiment et sa structure. Et ça nous permet de même de faire des découpages internes. De dire que par exemple, il y a des bâtiments où il va y avoir un espace central et 2 espaces latéraux. Un pour les animaux et un pour une réserve, par exemple. Oui, bien sûr. Après, il faut aussi se rappeler Ouais. qu'on est sur des civilisations qui sont à ce niveau-là, contrairement au luxe romain qui va vite disparaître, qui n'ont pas justement ce même niveau de luxe. Et encore, le niveau de luxe romain, c'est celui de l'élite. Hein. Les villas, c'est le 1% de la population. Quand vous, très chers auditeurs, auditrices, quand vous vous dites « Ah, putain, j'aurais été à Rome, j'aurais vécu dans une villa », non, j'aurais vécu dans un appartement insalubre avec 10 autres personnes. Comme aujourd'hui. Ouais, voilà. Et la réalité, elle est là. Et Ouais. les maisons du commun des mortels du haut Moyen-Âge, du coup, puisque après, une fois la perte de l'Italie, on passe quand même sur le haut Moyen-Âge ou dans l'Antiquité tardive, en fonction de si on est un antiquitian ou un merdiéviste. Dès que tu passes sur le haut Moyen-Âge, les bâtiments, ils sont... J'ai tout entendu, je retiens. Je crois pas que ce soit passé comme ça. Les On bâtiments, s'explique ils Si sont tout à l'heure. entendu, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Genre, ils étaient pas au courant. Mais voilà, tu vois,
forcément, tu vas avoir des bâtiments avec peu de fenêtres, parce que des fenêtres, ça veut dire une entrée d'air, ça veut dire plus de froid en hiver, plus de chaud en été. Ouais. Il ne te sert à peu près à rien, surtout quand tu passes ta vie dehors à travailler et que tu n'as pas forcément besoin d'un intérieur. Et les intérieurs spécialisés, ils existent aussi. Tu as des traces de cabanes dans lesquelles on va poser des forges, dans lesquelles on va poser des métiers à tisser. Alors que tu es dans une petite ferme locale du milieu de la France. Ouais. Et j'imagine qu'en Italie, on doit avoir à peu près les mêmes résultats, avec des différences de matériaux. C'est une région qui est plus axée sur la pierre que sur le bois, et sur la brique, accessoirement. Ok. Mais tu peux tout à fait avoir des petits bâtiments spécialisés. C'est juste que potentiellement ta densité d'occupation du sol, elle est plus faible. Ouais. Notamment toutes les grandes villes, hein, ça je pense qu'en Italie ça a beaucoup participé. Les guerres austro-gothiques a créé ce qu'on appelle les terres noires, Ok. qui sont en gros une couche d'archéologie, et connue en France en tout cas comme un espèce de moment de dépeuplement urbain, où les grandes agglomérations se vident, et il y a une espèce de couche de terre noire qui recouvre absolument tout. Alors il y en a qui disaient que c'était des incendies qui avaient Ça avait cramé. ravagé les grandes villes, ça, mais apparemment c'est pas trop ça. C'est De du mémoire, caca. c'est pas les restes d'études sur les sols montrent pas particulièrement de traces d'incendie plus qu'ailleurs. C'est juste de C'est tout l'abandon et de la simplement, terre qui se dépose naturellement en fait. ouais, c'est peut-être juste, ou alors peut-être que ça peut être aussi que vu qu'il y a moins de gens, Il y a plus les d'animaux, parcelles urbaines se vident, il y a effectivement peut-être plus d'animaux et peut-être des parcelles agricoles plus de caca ou de intramuros. trucs comme ça du coup. Mhm. Même juste peut-être de ramener du terreau. Ouais, C'est effectivement. Ouais. c'est tout con, mais si les 4 maisons autour de toi, elles sont abandonnées, elles tombent en ruine, bah tu rases tout, tu fais un champ. Ouais. Bah, c'est Tu vas pour pas le coup tout t'emmerder à... ce qui a eu lieu à Nîmes où, comme tu dis, Franck, il y a eu un dépeuplement massif de la cité vers la fin de l'Empire romain et justement des traces archéologiques de réensauvagement dans la quasi-totalité de l'enceinte de la cité antique, Ouais. avec Mais certainement de toute façon, les les terres terres noires noires, dont tu parles. les Mais terres noires, très enfin, après, visible à Nîmes pour le coup. c'est une manière d'appellation, parce que je suis pas encore une fois spécialiste du sujet, mais de mémoire, c'est dans au moins toute la France et je Oui, bien pense sûr, parce dans que la plupart des cités européennes. les villes aussi, c'était synonyme et de conflits, parce que les armées de différents royaumes et tout passaient et se foutaient un peu sur la gueule, et aussi de maladies, parce que hygiène Ouais, je pense qu'il y a déplorable, une raison concentration économique. populaire. Oui, oui, évidemment. Une raison économique. Pour avoir une ville, il te faut quand même un système économique qui soit très dense. Il y a une raison pour laquelle Rome passe de 1 million d'habitants à quoi même pas 10 000 à un moment donné, de mémoire. Je sais plus du coup, il tombe à la fin de l'Empire romain. Je sais que la ville est quasiment vide. Ouais. C'est- De mémoire, alors moi C'est plus attractif économiquement. je reprends toujours l'exemple de Nîmes, mais on est entre de mémoire, hein, vraiment, ça se trouve, je dis vraiment des conneries, mais la différence est quand même assez marquante. On est sur une apogée vers la centaine de milliers d'habitants haut Empire romain à 5 à 10 000 habitants, justement à cette période de haut Moyen-Âge, fin de l'Antiquité, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment un changement du tout au tout pour une cité qui était très prospère durant l'Empire et qui se casse la gueule complètement à la fin de l'Empire. Typiquement de ce que j'en vois là des chiffres par exemple, pour Rome, pour revenir sur notre Italie austro-gothique, Ouais. au tournant de l'an 500, la ville qui, au début de l'ère d'Auguste, a atteint le million d'habitants, il y a à peine 100 000 habitants. Ouais. La population était divisée par 10. Et ensuite, elle va continuer à descendre entre 50 et 30 000 habitants. Et ça, du coup, les causes directes, c'est les différents conflits qui ont eu lieu aux alentours ou Alors ça, effectivement, les conflits, la l'instabilité politique, désorganisation, ouais. Ouais. La désorganisation C'est-à-dire- des échanges commerciaux, etc. il faut la nourrir, la ville d'1 million d'habitants. Eh ouais. La vie est principalement nourrie d'ailleurs pendant longtemps, et c'est la cause de plein de conflits dont on pourra peut-être reparler avec nos antécédents l'Afrique, favoris. ouais. Par l'Afrique, par Et la Sicile. les régions carthaginoises, par l'Égypte, par des régions avec lesquelles il n'y a plus de commerce, il y a plus de, en tout cas, il y a plus de commerce. C'est toujours un bien grand mot, mais le commerce c'est plus difficile. T'as plus autant de ressources. Donc forcément, ta population, elle commence à crever la dalle, donc elle s'en va. Parce qu'elle peut juste pas rester si elle veut survivre. Elle va traverser la route pour Comme trouver un t'as travail.
Et ça, il traverse l'Italie pour C'était aller les trouver ordres de un Macronus travail. Ier, le roi des Goths. C'est un effet boule de neige aussi. C'est-à-dire que c'est comme on le voit aujourd'hui dans certaines petites villes en France. Plus t'as de gens qui partent, plus t'as de jeunes notamment qui partent, parce que c'est pas forcément en un claquement de doigts aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Des fois, c'est simplement que les jeunes s'en vont et que du coup, il n'y a plus personne pour remplacer. Et quand les vieux meurent, il y a une perte de population. Petit à petit, tu as les commerces ou les artisans spécialisés qui s'en vont. Et puis, au bout d'un moment, ta ville, c'est une ville fantôme. Comme ce qui se passe en Normandie. Non, bref. Oula, je sens qu'on est en train de s'éloigner gravement du sujet. Alerte non, générale. Ok. Bah, d'une certaine manière, vous avez, en parlant un peu de ça, vous avez parlé un peu des conséquences finalement du conflit, des conflits austro-gothiques en Italie. C'est que ça amène un dépeuplement majeur de certaines grandes villes, notamment surtout de Rome en fait, d'une certaine manière. Donc c'est hyper C'est-à-dire que le intéressant. monde change, donc Bah, le monde change. En fait, forcément, il y a des changements c'est tout partout. là le concept du truc. C'est pas pour rien que la chute de Rome est considérée comme un marqueur de changement d'époque entre guillemets, même si bien sûr c'est plus subtil que ça. Mais parce que ça entraîne quand même un changement de mentalité, de comment tu fonctionnes en tant qu'individu dans le monde et même en tant que groupe dans le monde. C'est la création de nouvelles entités quoi, d'une certaine manière. D'ailleurs, Tout à fait. est-ce que vous êtes déjà posé la question, parce que Ouais. cette question, je me suis posée une ou deux fois, où sont partis les gens? Parce que ça a l'air de rien quand on dit qu'il y a quand on dit qu'il y a un dépeuplement urbain ou autre, on peut s'imaginer qu'il y a une perte de population, mais c'est pas le cas. La population, elle diminue pas. La population, elle reste à minima à peu près toujours, voire elle continue de grandir. Donc, la question, c'est où est-ce que vont les gens? Ils vont s'installer dans Que, un endroit pépouze, peut-être Ouais, mais soit à la l'endroit pépouze, ça campagne, n'existe pas. soit ils Enfin, se réorientent vers les nouveaux centres névralgiques Ouais, dans ils se ce nouveau dispatchent monde peut-être qui dans apparaît, différents quoi. petits centres. ouais, mais si tu as un abandon systématique des centres urbains, par exemple, je vais prendre un exemple qui est local, Alba la Romaine, ville, petite ville romaine en Ardèche, chef-lieu de la Civitas des Helviens. Quand elle se dépeuple, elle tombe à l'abandon, et même quasi, celle-là, elle est totalement abandonnée. Il y a un petit village médiéval qui se construira à côté par la suite. Et quand tu compares la taille de la ville avec la taille du village médiéval, c'est pas possible que les gens étaient là. Je sais pas si tu comprends, mais ils n'ont pas pu tous aller dans les petits hameaux d'à côté. Ça n'est pas physiquement possible. Bah, il y en a qui Euh, ont fait des gros trajets. De toute façon, c'est pas étonnant. Les humains font. Quand t'as des gros problèmes économiques, il y a des gens qui sont prêts à traverser des mers entières pour essayer de s'en sortir et pour essayer de Ouais. ouais, mais trouver de meilleurs endroits. ce qui est... Entre guillemets, moi, la question que je me pose, c'est ces gens-là, ils ont quand même ils sont quand même presque disparus d'une certaine manière. Alors que pour certains, ils avaient une histoire longue sur la région, des populations qui étaient là depuis très très longtemps, et puis d'un seul coup, paf, tout le centre urbain et toutes les races qu'on avait autour, disparu. Ah, plus personne. S'en sont allés. On sait pas trop où. Après, t'as pas quand même des Enfin, gens qui se sont fait. Enfin, parce que t'as quand même une baisse globale de Il y la a des population mondiale. Il y victimes, a des gens qui se sont évidemment, fait massacrer quand même mais aussi c'est pas beaucoup. la alors, majeure partie. de mémoire, non. Hein. Il y a après la peste de Justinien qui va tuer pas mal de monde, mais même ça, il me semble que ça ne ralentit pas la croissance mondiale de population. Ok. De Moi, je mémoire, suis... le seul événement qui a ralenti la croissance mondiale de population, c'est l'expansion mongole et cumulée à la peste noire. C'est le seul moment dans l'histoire où la population a réellement baissé. Et bien hein, baissé en plus. Hein. Merci à Gensis et merci Aux marmottes. au Bassi. N'oublions pas que ça vient des marmottes, mais on change de sujet. Moi, je suis plutôt Vous, à d'avis votre que avis, tous ces gens, ils sont simplement réorientés vers les nouveaux flux commerciaux ou les nouvelles villes d'importance qui sont apparues. Possible. Hein. Je prends encore une fois l'exemple De de Nîmes. Nîmes. Je pense que la majeure partie des gens se sont tout simplement réorientés, ne serait-ce que vers Arles, qui a gardé une importance beaucoup plus grande, parce que sur le Rhône, Ouais. déjà, et parce que déjà à la fin de l'Empire romain, c'était aussi un centre de frappe de monnaie, etc. Donc c'est resté une c'est ville une capitale. d'importance. Voilà. C'est une capitale politique. Donc je pense que tout simplement, ils se sont tous réorientés vers des endroits qui sont devenus ou redevenus importants à proximité ou pas. Hein. Comme a dit Marc, ils sont peut-être parfois partis très 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 loin. C'est possible, ouais.
C'est largement possible. Eh oui. Et puis pendant que certains partent, d'autres arrivent. Et justement, on va parler de ça pour terminer, parce que la fin de ce conflit, on l'a dit, c'est les Byzantins qui prennent le contrôle du territoire de la péninsule italienne. Mais quelques années après, Tadam, il y a d'autres personnes qui débarquent. Et assez rapidement, du coup, les Byzantins vont être mis en déroute. Tu voulais peut-être rapidement nous parler de cette chute, finalement, ce twist, ce retournement de situation, Franck? Après, Ça s'avère de conclusion, de c'est vieux. certaine Entre manière. guillemets, c'est vieux. Un peu vieux comme le monde, c'est-à-dire que les Byzantins ont tellement, je pense, mis d'efforts dans la reconquête de l'Italie, ils ont tellement perdu de soldats, perdu d'argent, et au final, pour ne pas réussir à contrôler certains points névralgiques qui ne sont pas encore anticipés comme névralgiques, mais l'école alpin, le contrôle des Alpes, l'Italie est dépendante, une fois que tu as passé les Alpes, même si les Apennins peuvent servir de ralentisseurs, Ouais. pour le dire comme ça, une fois que tu as passé les Alpes, fini. C'est d'ailleurs bien pour ça que toute l'histoire d'Hannibal, c'est de passer les Alpes avec ses éléphants. Les Lombards, ils arrivent par l'est, par un coin qui est mal surveillé, surtout qu'en plus, encore plus à l'est, les Slaves dans le même moment, les Slaves blancs, comment ils s'appellent? Il me semble que c'est les Serbes, non, c'est les Serbes noirs qui arrivent dans la région illyrienne, de l'autre côté de l'Adriatique, et qui perturbent aussi les Byzantins. Dans le même temps, tu as les Lombards qui descendent par les Alpes à l'est, par qui est aujourd'hui l'Autriche, et qui font main basse sur une région moins bien défendue, alors que les Byzantins sont de mémoire occupés ailleurs. Et Toujours occupés ailleurs, hein, les Byzantins. Ils Bah, se font de un toute façon, peu marave par tout le monde. c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que est-ce que finalement c'était une bonne idée d'aller s'enfoncer dans un territoire, dans une péninsule italienne, dont il sera très compliqué de contrôler les accès sur le continent, parce que ça veut dire contrôler les Alpes. Après, de mémoire, cette reconquête, elle intervient à un moment plutôt, comment dire, à un moment où les tensions se calment en Orient à peu près, et justement, il y a cette possibilité de lancer cette conquête sans mettre en péril plus que de raison Finalement, ça a l'Empire. flingué leur économie. Donc, Oui, finalement, oui, parce que la conquête de l'Italie a été ce qu'elle est, et surtout, en fait, elle n'a pas perduré dans le temps. C'est ça le gros problème. C'est encore si elle avait perduré un petit peu dans le temps, ne serait-ce qu'un siècle, ça aurait permis d'amortir largement les frais engagés, je pense, ne serait-ce que par la richesse de la péninsule ou autre. Mais le fait est que, à peine conquise, elle a été balayée. Bon. Même si ça n'avait pas été les Lombards, ça aurait été quelqu'un d'autre. Je veux dire, les Francs, oui, à côté, ils sont en pleine ascension politique. En plus, eux, pour le coup, ils arrivent relativement à stabiliser une ère de domination politique sur l'ancienne Gaule. Même si les Lombards n'avaient pas réussi à l'emporter, les Francs seraient descendus des Alpes par l'ouest, et les Byzantins auraient été bien en mal de traverser la mer, remonter la péninsule pour aller les chercher et les combattre. Dire c'est là où c'est très paradoxal, c'est que reconquérir l'Italie, ok, c'est bien, et ensuite tu vas faire quoi? Tu vas essayer de reconquérir l'Empire romain, alors que Auguste n'a pas réussi à vaincre les Germains en son temps. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que ouais, mais c'est tentant en fait. Le projet, il est tentant quand même de se dire, je peux faire pareil, si ce n'est voire mieux, tu vois. C'est tentant, mais c'est complètement irréaliste d'un point de vue. Après, on parle nous avec notre point de vue. Bien sûr, mais quand tu as un certain orgueil un peu démesuré, que tu as un chef de guerre ou un politicien assez bon, tu te dis, moi je peux peut-être y arriver, tu vois. Enfin, en tout cas, je trouverais pas ça déconnant qu'un mec avec un orgueil assez démesuré se dise que, ouais, après Rome, je prends la Gaule, et je vais jusqu'au mur d'Adrien, quoi, tu vois. Oui. Non pas que Justinien avait ça en tête, hein, mais... S'ils avaient réinvesti, si les Romains d'Orient avaient réinvesti toute la thune qu'ils avaient pour se développer chez eux ou pour se renforcer en Égypte, en Syrie, etc., potentiellement les conflits suivants contre les pseudo-iraniens à l'ouest, je me rappelle plus la population qui dirige à ce moment-là. Pas des Perses tout simplement déjà, enfin toujours à ce moment-là. Ouais. Non, techniquement, ils s'appellent tous Perses. C'est pas les mêmes Perses que de l'Antiquité, mais c'est Parthes, ensuite t'as les Perses, on va dire Sassanides. C'est les Sassanides, il me semble, je crois. Je crois que c'est les Sassanides, ouais.
En fait, c'est les Sassanides, Sassanides et après ils se font péter la gueule par les Turcs Par les Seljoukides et tout ça. T'as pas les Omeyyades Donc, qui qui c'est en prennent d'abord, un petit moment dessus ouais, aussi. Enfin bon, bref, c'est peut-être c'est pas ça. le D'abord, sujet. c'est les Arabes et ensuite, Et après, c'est les Turcs, ouais. Mais ouais, quand tu vois les sommes d'argent qui sont dépensées dans les conflits, Ouais, c'est pas, en fait, c'est pas logique faramineux. si tu C'est réfléchis sur du long faramineux. terme. Mais comme eux, ils sont C'est ça, sur quand court tu terme de leur réfléchis en règne, termes, le but c'est eux, c'est de se dire, moi j'ai fait ça, tu vois. Après moi le déluge, un peu d'une certaine Oui. manière. Et puis c'est sûr, mais il n'y a pas cette. C'est-à-dire que j'aurais compris. Je comprends l'intérêt, par exemple, de prendre la Sicile ou le sud de l'Italie. Ouais. Parce qu'il y a un intérêt stratégique à contrôler le passage entre Méditerranée occidentale et orientale. Et contrôler un peu mieux les accès à l'Adriatique. Mais une fois que ça s'est fait, je veux dire, t'es déjà en conflit un avec détail. absolument tous tes voisins. Rajouter des voisins supplémentaires ne va pas améliorer ta situation. C'est Ouais, vrai, mais je me rappelais aussi un détail, c'est que Justinien aussi, il a connu une grosse révolte dans sa capitale et qu'il a aussi à cœur de comment dire de légitimer sa place en quelque sorte avec justement cette image très importante de reprendre le siège originel enfin Rome quoi, la ville de Rome et la péninsule italienne, etc. Donc peut-être aussi que politiquement parlant, il avait un peu les pieds et les poings liés de faire quelque chose de marquant Ouais. plutôt que juste être attentiste et d'investir sur les territoires déjà contrôlés, entre autres. Parce que, il y a généralement un empereur qui est, comment dire, raisonnable dans une période compliquée. Il fait pas long feu au sein des siens, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un peu quand même Le fameux péché encore une originel fois, en fait. cette division politique et cette, C'est une logique cette d'État volonté à toujours carnivore, en être, fait. Il faut c'est toujours ça, des d'être conquêtes, toujours en des choses conquête, pour toujours. alimenter justement l'Empire et Et ses besoins de richesse, quoi. c'est vrai que ça, c'est quand même une des grosses, peut-être une autre des différences avec la Chine des Han, qui au même moment a réussi à établir une entité politique et culturelle qui va durer, contrairement à Rome. Parce que même si au fur et à mesure, tu as de nouveaux peuples qui arrivent, qui prennent le titre impérial, ils sont toujours chinois. C'est-à-dire qu'à terme, c'est la culture chinoise qui cannibalise ces nouveaux occupants, en fait, et les absorbe. Là où, après, bon, la Chine a un gros avantage géographique quand même par rapport à Rome. Hein. Elle n'est pas coupée par une mer en plein milieu et par deux chaînes de montagnes. Parce que malgré tout, hein, on va pas se mentir, les Alpes, ça aide pas. Les montagnes dans les Balkans, ça aide pas. Et le fait qu'au-dessus, ce soit de la plaine, ça aide pas non plus. Plein Et après, de détails qui rentrent en jeu, quoi. Ouais. Comme ça. à Mais chaque c'est vrai fois de que toute c'est façon. toujours fabuleux cette volonté entre guillemets à toujours être dans la conquête qui, L'expansion, in ouais. fine, t'amène à perdre encore plus Ouais, mais t'es un peu derrière. dans un cercle vicieux où tu peux plus t'en sortir ou très difficilement t'en sortir en tant que chef de cet État carnivore ou prédateur, d'arrêter les conquêtes et d'essayer de consolider. Est-ce que certains auront bien réussi, Adrien, Antonin Lopieux, etc. Ils ont réussi à stabiliser les frontières de l'Empire à l'époque, mais à une époque faste, où les richesses étaient présentes, où la stabilité aux frontières était plutôt marquée. Et par contre, après, la suite, ça s'est un peu cassé la gueule, quoi. Ouais. Et surtout que C'est bien, le c'est système bien une solution, économique mais de l'Empire reposait sur les conquêtes, ne serait-ce que par l'esclavage, la main-d'œuvre, justement, la Esclavagisme. main-d'œuvre servile. il me Commence semble qu'il à, n'y a plus d'esclaves dans Bah l'Empire ça, romain c'est justement en au fait à cette 5e siècle. époque-là, justement les esclaves. Oui, à cette époque-là, je sais plus exactement, c'est au 4e, 5e siècle s'il y en a, mais à l'époque d'Adrien, etc., il y en a encore et l'économie romaine repose énormément dessus. Le souci, c'est que sans conquête, on récupère pas un gros nombre d'esclaves, et forcément les esclaves, petit à petit, soit ils sont affranchis, soit ils meurent et ils ont généralement pas beaucoup de descendants. Et donc, la population servile diminue et donc l'économie s'effondre un petit peu, etc., etc. Il y a aussi toute une partie de l'économie romaine. Il y a la fuite de l'or en dehors de l'Empire, ce qui fait que ça déstabilise la monnaie, tatati tatata, bref, Ouais. c'est pas le sujet. Mais après, le sujet de l'esclavage, par contre, lui est intéressant parce que même si tu as moins d'esclaves sur la fin de l'Empire romain, tu en as quand même toujours. Alors après, je sais plus comment la transition se fait, mais c'est petit à petit aller vers une transition douce vers le servage, en fait, tout simplement, non?
Pour ce qui est de l'Europe occidentale, Pour ce qui est de l'Europe j'imagine, occidentale, mais en tout cas, dans ouais. l'Empire romain, je crois que l'esclavage continue, persiste. L'Empire romain d'Orient, tu veux dire? Oui, d'Orient, Ouais. pardon. Oui, non, t'inquiète, c'était pour moi, pour être sûr de savoir de quoi tu Et parles, oui. aussi par les populations arabes qui eux-mêmes. Oui, qui elles-mêmes, oui, via particulièrement les raids, vont esclavagistes aussi. continuer à le faire, ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, on vous renvoie à notre hors-série sur les barbaresques. Certes, c'est de nombreux siècles plus tard, mais c'est toujours bon de renvoyer vers d'autres épisodes. Est-ce que, messieurs, vous avez envie de rebondir une dernière fois sur cette période un peu de transition entre Antiquité et Moyen-Âge Et si les Ostrogoths avaient réussi à perdurer en Italie, mais en fait, comme dit, il y a les Lombards qui arrivent juste derrière, donc même s'ils avaient gagné face aux Byzantins, Ça aurait pas c'est changé pas gagné grand-chose, qu'ils en se soient fait. pas pris une branlée derrière par les Lombards. Ouais. Oui, Après, ça complètement, aurait, hein. ça aurait diminué l'influence des Byzantins sur l'architecture En sur Sicile et l'architecture en... paléo-chrétienne de la Ouais. fin de l'Antiquité en Italie. Eh oui. Oui, C'est carrément. les cours de Faut les cours pas, d'architecture médiévale. faut pas oublier, hein, c'est important quand même cette influence-là. C'est vrai. En plus, il ne faut pas non plus oublier que l'influence byzantine va quand même perdurer en Méditerranée durant une très grosse partie du Moyen-Âge, Bien sûr, jusqu'à ce que les Normands viennent foutre un peu le bordel à leur tour en Méditerranée. Mais il y a pas mal de bastions byzantins qui restent, que ce soit en Espagne, en Sicile, au sud Oui, de ça reste une culture l'Italie, très etc. dominante quand même dans hein. toute la Méditerranée, malgré tout. Oui, bien sûr. Ils vont pas avoir de grands territoires comme à l'Empire romain, mais ils vont avoir ces petites cellules, ces petits comptoirs sur les côtes, entre autres, qui vont permettre de faire perdurer de la culture romaine et Je byzantine. viens de penser, mais il me semble que les Ostrogoths contrôlent Rome directement. Même si leur capitale est à Ravenne, il me semble qu'ils contrôlent Rome. Normalement, Oui, 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 ils oui. contrôlent Rome. Euh, Mais après, ça va donc, être repris par les Byzantins, puis reperdu, puis justement, repris. C'est le bordel. je pense que l'une des différences majeures peut-être qu'il y aurait pu avoir, c'est que si Byzance ne reprend pas pied en Italie, ça veut dire que quand les Lombards s'emparent de l'Italie, le pape a moins de pouvoir, puisque le pape a quand même beaucoup joué sur les difficultés de conquête des Lombards, la résistance byzantine, tout ça, autour de Rome notamment. Et la région autour de Rome a eu un espèce de... c'est la base de ce qui sera plus tard les États pontificaux, de mémoire, commence à fermenter à partir de justement de cette reprise byzantine. Potentiellement, sans les Byzantins, ça veut dire que les Lombards s'emparent directement de Rome et que donc le pape se retrouve entre guillemets directement sous la houlette des Lombards. Donc Ouais, avec bien sûr. peut-être des répercussions derrière sur l'histoire des Carolingiens, sur même peut-être sur l'existence du Saint-Empire romain germanique. Effectivement, ouais, c'est vrai. Drama. Uchronie. Bah, Ah mais en vrai, Uchronie sur l'absence d'un Saint-Empire romain germanique, là ça a des conséquences absolument gigantesques. C'est Mais, vrai. Mais ce sera pour une autre Oui, fois. parce que cet épisode ne va pas faire 5 heures. Hein. Je vais me permettre de vous arrêter, messieurs. parti. Vous avez été passionnants comme d'habitude sur un sujet qui est pas facile quand même. Chute de Comme Rome, d'hab. royaume ostrogoth, début de l'Empire byzantin. On n'a pas du tout parlé des Ostrogoths, c'est pour ça. Bah un peu quand même. Je vous ai fait parler un peu de culture. Vous avez à chaque fois dérivé très rapidement sur Rome, mais elle fait partie quand même malgré tout du sujet. Pour ça, bien évidemment. Je voulais du coup vous remercier tous les deux. Du coup, Franck et Théo, merci à vous pour votre intervention. On a une petite pensée aussi pour Sébastien qui nous a quittés puisqu'il est parti de Ils ont l'épisode. à un fait pas, il est moment donné. toujours vivant. Parce que vraiment, le ton était terrible. Là. Les mots employés. Vraiment, c'est. On a Il est une plus petite- là. Il est décédé Il est au cours de vivant. l'enregistrement. Tu commences par là. Il est vivant. Voilà, il devait juste partir. On il te va très remercie bien. Seb, c'était cool de t'avoir, tu nous avais prévenu que tu pourrais pas rester bien longtemps, mais c'est chouette quand même à toi d'être passé, et on J'espère qu'il est plus heureux là où il est. à savoir chez lui, sans enregistrement. Dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour à nouveau probablement parler d'Antiquité, on va essayer de parler un peu plus Antiquité, pour pas être focalisé que sur le 19e siècle et le 16e siècle tout le temps. Ah, Et ça, ouais, ça me pour plaît, ça. avoir le plaisir d'avoir Théo avec nous de temps en temps, voilà. Temps, Mulot d'olive. Petit teasing, ce qui nous attend pour la prochaine fois, vous allez bientôt avoir un épisode sur la Nouvelle-Néderlande et bien évidemment aussi normalement un épisode sur 1915, car comme promis, Incroyable. tous les ans on fera toujours un épisode sur la Première Guerre mondiale. Sur ce, je vous fais des gros poutous à tout le monde, à vous deux également, et puis à très vite. Ciao ciao. Au revoir.
fantastique. Et ben, Hop, vous avez réussi à parler pas mal longtemps, hein, franchement, chapeau. ouais, c'était cool. Et comme dit, C'était parce cool. qu'on a parlé de tout sauf des Ostrogoths, donc